Comprenons-nous bien, là, Montréal était déjà une grande ville avant la révolution industrielle. Première ville au Canada, plus de 100 000 habitants. Elle bénéficiait en fait depuis très longtemps du plus fabuleux réseau de transport maritime qu'on puisse imaginer au centre du continent. À une époque où transport égale toujours bateau, Montréal est à la convergence de plusieurs cours d'eau, qu'on y pense. Vers l'est, c'est bien sûr le fleuve Québec et l'océan. Il y a immédiatement à l'est la belle grande voie d'eau du Richelieu qui permet de relier le fleuve avec le lac Champlain et de là vers New York aux États-Unis. Vers l'ouest, il y a l'Outaouais qui s'ouvre vers les chantiers forestiers, mais également la route traditionnelle des canotiers jusqu'au lac Huron. Et ensuite, enfin, au sud-ouest, le fleuve Saint-Laurent se poursuit jusqu'au Grand Lac, Kingston, Toronto, le cœur de l'Amérique. Alors, cette position stratégique a fait en sorte que Montréal s'était beaucoup développé, principalement autour de son port, dans des activités de transbordement, de distribution. Cette vocation-là avait été encore renforcée par le développement du chemin de fer. Le chemin de fer s'érige d'abord en complément à l'industrie maritime. Du port de Montréal partent les principales voies ferroviaires vers l'Ontario, vers l'ouest et vers les maritimes. En somme, Montréal est à l'époque du capitalisme marchand une des grandes villes nord-américaines, l'égale à son époque de villes comme Chicago, Détroit ou Philadelphie. En revanche, la révolution industrielle va permettre à Montréal de passer à une vitesse supérieure et explique seule que sa population ait pu quintupler en l'espace de 60 ans seulement. Désormais, la ville n'est plus une ville essentiellement commerciale et bancaire. Elle va se doubler aussi de tout un appareil industriel qui lui demande beaucoup de main-d'œuvre. Cette ville-là va donc littéralement exploser. On va assister à la naissance de nouveaux quartiers, tous nés durant une période très précise, en gros entre 1900 et 1920. À preuve, prenons simplement la population. La population de Montréal, qui était déjà respectable à 180 000 en 1880, atteint déjà 268 000 en 1900, puis le chiffre faramineux de 818 000 en 1930. Notez que ce n'est que la population de la ville de Montréal. L'île de Montréal, à la même époque, dépasse déjà le million. Qu'est-ce qui explique cette croissance fantastique? C'est essentiellement l'essor industriel et la demande en main-d'œuvre bon marché. Mais en attendant, il faut aussi considérer que cette population-là va requérir des infrastructures, des logements, encore des logements, des routes, la construction. Bref, Montréal est un immense chantier. Alors, quand vous la regardez aujourd'hui, vous dites c'est une ville qui est assez uniforme et qui semble traduire plusieurs époques. Mais dès que vous grattez un petit peu, vous constaterez que le parc immobilier de Montréal, il date presque essentiellement de la période entre 1900 et 1920. Si vous voulez faire visiter Montréal à quelqu'un, puis vous voulez pas vous voulez estimer l'âge d'un bâtiment, fixez ça comme balise et vous devriez rarement vous tromper. À preuve, si vous partez du Cégep du Montréal puis montez vers le nord, prenez la rue Saint-Denis, Sherbrooke, puis montez vers Mont-Royal, Rosemont, plus loin, Crémazie jusqu'à Antique, vous ne verrez jamais de part et d'autre que les fameux triplex en briques rouges avec des escaliers noirs dehors. Preuve que le parc immobilier de Montréal a été fait avec une très grande vitesse, en gros entre 1900 et 1930, et preuve aussi que les logements ont été faits très vite à cause des contraintes architecturales, j'y reviens. Mais de la même manière, si vous partez vers l'est, vous allez avoir la rue Saint-Denis, puis Papineau, Frontenac, jusqu'à Hochelaga-Maisonneuve, allez jusqu'à Pointe-aux-Trembles si ça vous chante. Mais vous ne verrez jamais, encore une fois, de part et d'autre de la rue Notre-Dame ou de la rue Sherbrooke, que les fameux triplex à 3 étages avec un escalier dehors. Bien sûr, Montréal s'est modernisé depuis, mais après 1930, la construction connaît un arrêt tel qu'il va falloir attendre pratiquement les années 1960 avant qu'on reprenne la construction. Et encore, les constructions des années 60 sont beaucoup plus en périphérie, et notamment en banlieue sud et à Laval. Ce qui fait que Montréal, même encore aujourd'hui, demeure une ville comme pétrifiée dans l'histoire, l'essentiel de son parc immobilier datant du début du 20e siècle. Je vous propose maintenant une brève capsule afin de voir un peu l'évolution territoriale de Montréal. Parce que si sa population augmente, c'est bien sûr parce qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent la campagne pour aller désormais à Montréal, mais aussi parce que le territoire même de Montréal s'accroît géographiquement, embrassant d'anciennes villes indépendantes. Bonjour,
Au début du 21e siècle, la vie de la plupart des Montréalais continuait à graviter autour de leur quartier, avec sa rue commerciale, son église, son parc et sa diversité sociale. Cette vie de quartier découle en partie du fait qu'il s'agit souvent d'anciennes villes, d'abord indépendantes, puis annexées à Montréal. Un siècle et demi après sa fondation en 1642, Montréal, en 1800, demeure rivé au fleuve Saint-Laurent, coincé entre ses fortifications, aujourd'hui le Vieux-Montréal, entre les rues Saint-Antoine, Berry et McGill. Au moment de la Confédération, Montréal est la plus grande ville au Canada. La ville administre désormais 6 faubourgs qui s'étendent jusqu'au pied du Mont-Royal, vers l'est jusqu'à la rue Iberville et à l'ouest jusqu'à Westmount et Saint-Henri. Vers 1900, la ville de Montréal annexe quelques petites municipalités du plateau Mont-Royal ainsi que Pointe-Saint-Charles et Hochelaga. Elle est alors la métropole incontestée du Canada et inaugure son réseau de tramway qui pavera la voie à de nouvelles annexions. En 1918, le territoire de Montréal fait désormais 5 fois celui qu'il était en 1860. Coup sur coup, la ville procède à 30 annexions qui concernent 23 municipalités différentes. Ces villes avaient été acculées à la faillite par des spéculations immobilières et par de généreux avantages accordés aux entreprises. Elles sont toutes absorbées par la ville-centre en même temps que leurs dettes accumulées. Montréal s'étend désormais jusqu'à la rivière des Prairies, suivant l'axe de la rue Saint-Denis. Elle s'étend aussi vers l'est jusqu'à Tétroville, suivant l'axe de la rue Notre-Dame, et vers l'ouest, suivant l'axe du canal Lachine. Beaucoup plus tard, en 1982, c'est aussi pour des raisons financières et pour profiter des services de la ville-centre que Ville-Saint-Michel, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles sont intégrés à Montréal. En 2002, l'opération Unile une ville vise à réunir toutes les villes de l'île membres de la communauté urbaine de Montréal. Le projet rencontre cependant la vive résistance des ghettos anglophones du West Island. Au final, 13 villes entérinent leur adhésion à Montréal, tandis que 15 autres choisissent d'en sortir, dont Île d'Orval et ses 6 habitants. Au terme de ces fusions et défusions, la ville de Montréal est devenue ingouvernable de l'avis des observateurs. La ville compte ainsi plus de 100 élus, répartis dans 19 arrondissements. Elle doit de plus composer avec des instances supramunicipales qui relèvent tantôt des arrondissements du fédéral ou de Québec. Montréal est une ville essentiellement au début du 20e siècle construite en bois. Si bien qu'on entend les incendies, ils sont innombrables. Montréal est une ville qui brûle à tous les 10-15 ans environ. On doit constamment reconstruire. Le cadre du bâtiment doit constamment être refait. Quoi qu'il en soit, on continue à construire en bois, notamment les fameux hangars à l'extérieur des logements. On se trouve ici sur une rue que vous connaissez peut-être, la rue Sanguinette, coin de la rue Emery, là où il y a le cinéma à Quartier Latin maintenant. Oui, est-ce que vous vous replacez? Alors, derrière ici, on voit le théâtre Saint-Denis. Donc, les constructions en bois dominent toujours en 1910 et sont des conditions assez malfamées. On est en plein à ce moment-là dans le Red Light, le quartier du crime organisé et de la prostitution. Et ça rappelle à quel point l'habitat ouvrier pouvait être insalubre dans de tels bâtiments en bois, avec des trottoirs en bois, les rues en terre battue, aucune installation sanitaire, aucun lavabo. Les toilettes sont essentiellement des trous pratiqués dans la cour arrière. D'ailleurs, les logements plus anciens à Montréal, peut-être en avez-vous déjà visité, ne comptaient pas de salle de bain au départ. Ce n'est qu'ensuite qu'on va y adjoindre, on va les jouxer à la cuisine. Lorsqu'on installe le réseau de plomberie, on va coller la cuisine et la salle de bain afin de maximiser son usage. Vous verrez d'ailleurs dans les plus vieux logements que vous visiterez, les toilettes sont généralement minuscules. En revanche, les cuisines sont très grandes parce qu'on est encore chauffé avec un poêle à bois, bientôt un poêle à charbon, qui permet encore, comme à la campagne, d'avoir au moins une seule pièce bien chauffée. Alors, les logements qu'on aménage à partir de 1890, qui dominent au début du 20e siècle, sont encore des logements en rangée avec un escalier simple et un escalier à l'intérieur. Ce type d'aménagement-là, vous les retrouvez encore aujourd'hui autour du métro Guy, mais également dans l'ancien faubourg Amelas, dans Centre-Sud. Cette photo remarquable du pont Jacques-Cartier, en construction en 1927, permet de rappeler que Montréal a dû construire des infrastructures telles ce pont, à même un quartier ouvrier qui se trouvait en dessous. D'ailleurs, c'est pour ça que le pont Jacques-Cartier, il y a une courbe assez dangereuse, la courbe Craig, parce qu'en dessous, il y avait une usine qu'on ne pouvait pas à ce moment-là exproprier. Alors donc, la ville est déjà pleine là, au moment où on doit aménager
des voies d'accès. Pour l'instant, c'est des ponts. Bientôt, ce seront des autoroutes en attendant des stationnements. Voilà le type d'aménagement qu'on construit à partir de 1920. Les fameux duplex ou triplex avec un escalier extérieur. Mais pourquoi, bon Dieu, quelle horreur, dans une ville où il fait en moyenne moins 40, où la glace prend dès le mois de novembre, avez-vous déjà monté un vélo dans ces escaliers-là? C'est l'horreur. Bref, on peut trouver ça pittoresque et typique de Montréal. On peut néanmoins considérer que c'est vraiment une aberration en termes d'aménagement du logement. La raison est complexe. En règle générale, c'était du fait qu'on souhaitait maximiser la part de logement qui était consacrée à l'habitat comme tel. Les propriétaires ne voulaient pas se casser la tête à faire une cage d'escalier fermée derrière des murs, chauffés, etc. Donc, c'était plus économique en termes d'utilisation et de maximisation de l'espace. Une autre raison qui est invoquée, c'est que ça permettait ainsi aux propriétaires de respecter le code du bâtiment qui interdisait de faire des bâtiments directement sur la rue. Alors, en plaçant un escalier ainsi, il sauvait à la fois une cage d'escalier, puis ça permettait de respecter le règlement qui imposait de mettre 2 mètres de surface gazonnée. Vous voyez comment les règles juridiques finissent par influencer l'urbanisme. Ça donne les rues du plateau Montréal absolument typiques. On peut trouver ça beau ou laid, c'est certainement pas pratique. Et ça fait en sorte qu'il va se développer un mode de vie à Montréal, surtout l'été, où ces espaces extérieurs, balcons et escaliers compris, sont occupés par la foule des ouvriers qui relaxent entre 2 chiffres de travail. Montréal industriel, donc on se résume à ce moment-ci, 1880-1925, croissance vertigineuse, une ville construite en 40 ans. Montréal, en fait, aura connu 3 temps dans son développement. Avant 1880, c'était essentiellement confiné au vieux Montréal actuel, avec surtout du logement bourgeois et des entrepôts commerciaux. 1880-1925, c'est de l'habitat ouvrier. On construit tout Hochelaga Maisonneuve pendant cette époque-là. On construit tout Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Verdun. On construit tout le plateau Mont-Royal et Rosemont. Et on construit tout Myland, pratiquement jusqu'à Parc Extension. Après 1925, la construction connaît une pause très, très marquée. Le logement va être mal développé à ce moment-là, notamment parce qu'on veut maximiser l'espace. Les maisons sont construites en très peu de temps. Et si aujourd'hui, ces maisons-là ont pris beaucoup de valeur, c'est certainement pas à cause de la qualité des logements. À preuve, si vous allez sur le plateau Mont-Royal ou dans Villeray ou partout dans ces quartiers, vous verrez que les logements sont généralement très allongés, très sombres, avec une fenêtre à chaque bout, une très mauvaise aération en été. S'il n'y a pas l'air climatisé, il fait une chaleur suffocante. De la même manière, c'est très mal éclairé, c'est nullement aménagé en termes de confort. Tout ça vise à pouvoir accorder le maximum de logements dans un espace très modeste. Le logement et les usines se côtoient. Les pauvres, les riches et les usines sont entassés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. Quand on construit des villes, désormais, on construit des villes riches puis des villes pauvres. Là. Sur la rive sud, vous avez des exemples de l'un et l'autre cas. De la même manière, les usines sont désormais fermement éloignées des logements pour des raisons logistiques. Là. On a besoin de camionnage, on a besoin d'espace de travail. C'est des endroits réputés répulsifs, bruyants, etc. Mais avant l'aménagement des autoroutes, avant la généralisation de l'automobile, les vocations de la ville étaient concentrées dans des endroits assez réduits. Si vous allez à Hochelaga-Maisonneuve aujourd'hui ou sur le plateau, il n'est pas rare de voir au milieu des logements une installation de type industriel qui surgit. Là. Aujourd'hui, c'est généralement converti soit en condo, soit en autre chose, mais il demeure qu'à l'origine, usines, villes, riches, pauvres se côtoyaient. Enfin, on va vivre après 1925 et surtout avec la crise, une effroyable crise du logement. Parce que si la construction s'arrête, les nouveaux Montréalais, eux, continuent à arriver. Et pendant la crise économique des années 30, un des éléments les plus saillants, ce ne sera pas les problèmes d'alimentation, ce ne sera même pas le chômage, ça va être clairement l'accès au logement. Il y a des familles entières qui sont mises à la rue, il y a des bidonvilles qui se développent, si bien que le problème du logement va se régler seulement après la Seconde Guerre mondiale et encore,
ça va vraiment prendre les années 1960 pour qu'il y ait un nouveau boom dans la construction qui va s'étendre en gros jusqu'au milieu des années 1970 et qui correspond à la période à gogo, là, où Montréal construit son métro, l'Expo 67, les premiers bungalows en banlieue, les fameuses maisons séparées de Saint-Léonard, qui est tout à fait distincte de la période 1900-1920 qui l'avait précédée. Si bien que Montréal traîne encore cette caractéristique d'être à la fois une ville vieillotte puis une ville à gogo. Je ne sais pas de quelle ville vous venez, mais quand on arrive à Montréal pour la première fois, le premier réflexe qu'on a en regardant les logements, c'est donc bien vieux. C'est donc bien vieux parce que Montréal s'est développé très vite entre 1900 et 1920 et a semblé ensuite s'assoupir. C'est effectivement une ville qui n'a pas beaucoup augmenté en termes de population. Depuis 1930, sa population a tendance à se stabiliser et même à l'heure actuelle à diminuer du fait évidemment de l'essor des banlieues. Mais c'est dire combien Montréal est une ville assez fixée dans le temps qui semble coïncider avec le début du 20e siècle avec le grand essor industriel. Dans le siècle suivant la Confédération de 1867, la scène politique québécoise est d'une simplicité désarmante. Essentiellement, 3 partis se succèdent au pouvoir en un siècle. C'est quand même assez incroyable et inouï. Rappelons que au moment de la Confédération, le Québec s'est vu doté d'un gouvernement provincial, on le connaît bien, dont la capitale est Québec, et qui gère notamment les pouvoirs en matière de santé, d'éducation, mais aussi de travaux publics et des ressources naturelles. Mais quand on regarde la scène politique, elle se résume ainsi à 3 lignes. De 1867 à 1897, un seul parti à toute fin pratique exerce le pouvoir au Québec, c'est le Parti conservateur du Québec. De 1897 à 1936, c'est le Parti libéral qui prend le pouvoir pour pas moins de près de 40 ans. Et ensuite, c'est mieux connu, de 1944 à 1960, c'est l'Union nationale, notamment dirigée par Maurice Duplessis, qui règne sur les destinées du Québec. Bon, avant d'expliquer ce qui explique cette prodigieuse longévité de chaque parti, voyons un peu les caractéristiques sommaires de chacun d'eux. La première, c'est que le règne conservateur de 1867 à 1997, vous seriez bien embêté de me parler longuement de l'un ou l'autre de ces premiers ministres-là. Qui se souvient de Pierre-Joseph Olivier Chauveau, de Gédéon Ouimet, de Charles-Eugène Boucherville, de Gustave Joly de Lotbinière, de Chapleau, de Mousseau, de Ross. Bien sûr, on a Honoré Mercier qui est mieux connu, mais pour le reste, Louis-Olivier Taillon, Edmund Flynn, des personnages qui semblent avoir traversé l'histoire dans l'indifférence. La suprématie du Parti conservateur, elle vient d'abord du fait que c'est lui qui a designé, pourrais-je dire, la Confédération de 1867. Il l'a donc dessiné en fonction de ses intérêts, satisfaisant notamment les hommes d'affaires anglo-saxons et de même le clergé catholique québécois. En s'appuyant sur les clientèles favorisées lors de la Confédération, le Parti conservateur a pu se ménager ainsi 30 ans de règne quasiment ininterrompu. Ça va donc, le fait qu'il ait lui-même dessiné des règles du jeu en 67 ait pu le favoriser. Deuxièmement, donc, il est allié au clergé et aux marchands anglais. Sa politique peut se résumer à essor des chemins de fer et à la colonisation. Les conservateurs prétendent défendre les intérêts des paysans et du clergé. Ils vont donc favoriser ce fameux rêve de la colonisation et vont y engloutir des fortunes importantes. On va noter néanmoins une exception importante. De 1887 à 91, le Québec élit un premier régime nationaliste, le libéral national de Honoré Mercier, un type que vous connaissez bien, qui est une étoile filante dans l'histoire politique du Québec, qui a été élu à l'occasion d'un désaveu envers les conservateurs, notamment causé par l'écrasement de la révolte métisse dans l'Ouest et surtout la pendaison du chef métis francophone et catholique Louis Riel, ce qui fait en sorte qu'au Québec, un vaste élan de mécontentement s'exprime envers la Confédération et ce qui porte Honoré Mercier au pouvoir. L'ouragan Mercier, comme on le mentionne dans le manuel, est néanmoins une parenthèse dans le long règne ininterrompu et tristounet des conservateurs. Après 1897, après l'élection notamment de Wilfrid Laurier à Ottawa, c'est le Parti libéral qui prend le relais. Alors, de la même manière, qui ici connaît Félix Gabriel Marchand, Simon Napoléon Parent,
qui a vaguement souvenir de Louis-Alexandre Taschereau? Ah, vous vous souvenez d'Adélard Godbout? Vous en avez beaucoup parlé au secondaire. Mais pour le reste, un règne ininterrompu où les premiers ministres se succèdent, les libéraux se succèdent les uns après les autres au fur et à mesure où ils prennent leur retraite. Littéralement. Alors, on retient du Parti libéral durant cette longue période de 40 ans qu'ils étaient alliés aux banques et aux multinationales américaines. C'est notamment eux qui vont mettre en place la grande période industrielle là, qui va conduire les multinationales dans le domaine des pâtes et papiers, de l'électrométallurgie et des mines à s'installer au Québec. On va voir aussi qu'ils sont davantage en faveur du développement urbain, de l'industrie, beaucoup plus que les conservateurs. Ils vont stimuler notamment l'essor de Montréal et l'implantation des premiers réseaux de services publics tels les routes, le tramway ou l'électrification, dans les villes cependant. Leur intérêt est beaucoup moins à la campagne et ils vont laisser couler sans s'en occuper vraiment l'exode rural vers les villes et vers les États-Unis. Ils favorisent le libéralisme, donc ils sont contre les interventions de l'État, ça a souvent été mentionné à l'époque. Ils ne s'occupent pas de santé et sécurité au travail. Regarde d'ailleurs, lorsqu'on les repointe le travail des enfants, sont peu soucieux des demandes des femmes qui souhaitent obtenir davantage de droits, et notamment le droit de vote, ce qui fait en sorte que la gestion libérale consiste en gros à laisser faire et à laisser passer, conformément au libéralisme traditionnel. Bon, encore là, une exception, une anomalie. Maurice Duplessis, profitant du climat de la crise économique qui rend les libéraux impopulaires, réussit un temps, 3 ans, à se hisser au pouvoir de 1936 à 1939. Mais c'est bel et bien l'exception qui confirme la règle. On parle ici de bel et bien de 39 ans sans interruption de règne du Parti libéral du Québec. Finalement, l'Union nationale, bien connue notamment à cause de son chef fondateur Maurice Duplessis, premier ministre du Québec de 36 à 39, puis de 44 à 59, alors qu'il meurt en exerçant ses fonctions, remplacé par Paul Sauvé, qui meurt à son tour quelques mois plus tard, remplacé à son tour par Antonio Barrette, qui va mener l'Union nationale à la défaite en 1960, puis à nouveau un épisode de l'Union nationale en 1966 avec l'élection de Daniel Johnson, qui va mourir aussi en fonction. Ce qu'on se souvient de l'Union nationale, bien sûr, c'est qu'ils étaient en principe, en tout cas au niveau électoral, alliés aux agriculteurs et aux élites rurales. Ils s'appuient beaucoup sur les notaires, sur les curés, mais aussi sur les petites entreprises réparties sur le territoire. Ils vont aussi obtenir l'appui des multinationales. Maurice Duplessis est un sympathique à la venue d'entreprises telles la Iron Ore sur la côte nord ou vont entretenir des privilèges de certaines entreprises qui maintiennent des salaires des ouvriers particulièrement bas. Il va donc avoir affaire à faire face à des luttes ouvrières importantes et à des grèves archi-célèbres. Il défend l'autonomie provinciale, donc il se démarque à titre de gouvernement plus nationaliste et fermement engagé dans la défense des intérêts, à tout le moins constitutionnels, du Québec. Donc, trois partis qui ont des tendances différentes, conservateurs, libéraux, puis Union nationale, mais rien qui nous dise, mais qu'est-ce qui explique leur popularité? Alors que le Québec est engagé dans l'aventure industrielle, que les conditions de vie dans les villes sont épouvantables, que la paysannerie continue à faire faillite à la campagne, qu'est-ce qui explique que les partis soient réélus constamment, comme si la politique survolait la crise sociale dans l'enthousiasme et l'indifférence. On appelle patronage un système qui n'est pas en soi illégal, là. Il est très difficile à détecter d'ailleurs, qui consiste pour l'État à donner des contrats aux compagnies. L'État, pour l'essentiel, bien sûr, il paie des professeurs, des infirmières, mais bien sûr, il paie des paiements de transfert sous forme d'assistance de pension de vieillesse ou d'allocation familiale, mais pour l'essentiel, le rôle de l'État, c'est de donner des contrats. Donner des contrats pour faire une école, pour faire un hôpital, des contrats à des entreprises pour faire des routes, pour creuser ceci et cela. Bref, l'État est un gros chéquier. Et c'est normal, c'est voulu comme ça. L'État octroie des contrats à des entreprises privées. Ces entreprises-là, réputées capables de régler des contrats, obtiennent néanmoins ces contrats selon certaines conditions dans le contexte du patronage, à la condition qu'elles
reversent, elles donnent à leur tour à la caisse électorale du parti au pouvoir. Alors, tournez ça de toutes les manières. Tout ce que vous avez entendu là, lors de la commission Charbonneau, du Parti libéral, de Jean Charest, des malversations, du trafic d'influence, tout peut se résumer à ces deux termes-là. L'État dépense et le parti au pouvoir dépense au nom de l'État et les entreprises qui souhaitent obtenir des contrats ont tout intérêt à contribuer à la caisse électorale du parti au pouvoir pour pouvoir continuer à obtenir des contrats. Deux choses à retenir à ce moment-là. Un parti qui pratique le patronage, et par définition, le parti qui est au pouvoir, seul le parti au pouvoir peut faire du patronage. Vous commencez à comprendre donc la longévité. Tant que les conservateurs, par exemple, sont au pouvoir et pratiquent le patronage, les libéraux ont beau promettre aux entreprises de leur donner des contrats, ils ne peuvent pas leur donner. Donc, le patronage, c'est le monopole du parti au pouvoir. En d'autres mots, pour dire en d'autres mots, pour faire de la corruption, pour être corrompu, pour être un parti pourri, il faut être un parti au pouvoir. Un parti dans l'opposition ne peut pas, par définition, être un parti corrompu parce qu'il n'a pas les moyens de pratiquer le patronage. La deuxième remarque, c'est que à partir de là, vous avez toutes sortes de manières de le faire. Là, je donne le principe, mais des façons par lesquelles l'argent revient, ça peut être sous forme de faveur personnelle, sous forme de cadeaux, ou carrément, à l'époque de l'Union nationale, ça consistait littéralement à une démarche automatique d'une ristourne, environ 10% du montant du contrat, qui allait automatiquement dans la caisse du parti. À partir de là, on a une caisse du parti qui est bien dotée, mais ça ne fait pas qu'un parti remporte les élections. Pour autant, faut-il encore que les électeurs mettent leur bulletin dans l'urne. Alors, cependant, le patronage permet à son tour donc la corruption électorale. La corruption électorale, c'est toutes les manières, encore une fois, imaginables par lesquelles on peut utiliser l'argent pour la transformer en vote. Ça peut consister, la manière la plus simple, à engager, à payer des gens pour intimider des électeurs. C'est la manière la plus traditionnelle et la plus ancienne. On employait des fiers à bras, des brutes, des criminels, la pègre, afin de surveiller l'accès au bureau de vote et intimider ceux qui ne partageaient pas l'opinion du parti au pouvoir. De la même manière, l'argent peut servir aussi à acheter des faveurs, notamment de l'alcool. C'est quand même pas anodin qu'une des mesures qu'on a adoptées en 1960 avec la réforme du mode de scrutin, ce fut d'interdire la vente d'alcool le jour d'une élection. Ce n'est que dans les années 1980 que c'est devenu désuet et qu'on peut à nouveau aller acheter de la bière ou aller dans un bar un jour d'une élection. Mais auparavant, l'alcool était une des manières les plus efficaces d'obtenir la faveur d'un électeur, par exemple en lui offrant une bonne bouteille ou une tournée. Ça va aussi en fait d'acheter des faveurs, oui. Il y a eu bel et bien des cadeaux qui ont été offerts à des électeurs. Dans le comté de Saint-Hyacinthe, un candidat de l'Union nationale a promis un réfrigérateur à tous ceux qui lui a donné la preuve qu'ils avaient bel et bien voté pour l'Union nationale. L'argent permet de remporter des élections de bien d'autres manières. Pensons par exemple au fameux télégraphe. Le télégraphe, c'est engager des gens pour qu'ils aillent voter plusieurs fois. On allait voter, par exemple, en prétendant être quelqu'un sur une liste, alors qu'on savait que cette personne-là était décédée ou malade. Donc, les morts vont voter, disait-on aux élections. De la même manière, on utilisait le télégraphe, c'est-à-dire qu'on remettait à des gens qui étaient payés un bulletin de vote déjà marqué avec le bon parti dessus. Alors, ces gens-là allaient voter et devaient rapporter un bulletin de vote avec la même croix dessus, preuve qu'ils avaient utilisé leur nouveau bulletin de vote pour voter pour le bon parti et qu'ils avaient mis l'autre dans la boîte. On avait ainsi un système qui permettait à une personne d'aller voter 5, 10, 15 fois dans la même journée dans divers bureaux de scrutin. Donc, la corruption électorale qui passe par l'argent permettait en somme à un parti de financer sa réélection et ainsi pour plusieurs années. Les élections, d'ailleurs, ne sont guère une affaire d'enfants de cœur. La violence électorale est au rendez-vous. Il va falloir attendre 1955 pour qu'une élection ne fasse pas de mort au Québec. Alors, on voit ici un bureau de scrutin à Saint-Césaire. Les électeurs se font surveiller par un scrutateur qui était nommé d'ailleurs par le parti au pouvoir et qui surveillait avec un regard assassin comment un électeur comptait se comporter. Dans les circonstances, il n'est pas étonnant que certains
religieux ou aux âmes sensibles est considéré que ce n'était pas aux femmes à aller se mêler à cette foule bigarrée, brutale, corrompue et souvent ivre même dans les bureaux de scrutin.